Avez-vous déjà eu l'impression que votre vie était écrite par quelqu'un d'autre? Que chaque choix important vous était imposé? L'histoire que vous allez entendre est celle d'une jeune femme qui a dit non. Non à sa famille, non à un avenir tout tracé, non à un mariage sans amour. Dans un acte de pure rébellion, elle a fait un choix impulsif qui semblait être une folie. Mais parfois, les décisions les plus folles nous mènent exactement là où nous devons être. Préparez-vous à une histoire pleine de tensions, de secrets de famille et d'un amour qui n'aurait jamais dû exister. Camille Dubois, 25 ans, menait une vie en apparence parfaite. Fille unique de Bernard Dubois, un influent conseiller municipal de Lyon, et d'Hélène, une femme du monde attachée aux conventions, elle travaillait comme chef de laboratoire dans un grand groupe pharmaceutique. Mais, sous cette surface lisse, la pression était constante. Depuis des mois, ses parents n'avaient qu'un nom à la bouche, Grégoire de la Roche. Fils d'un puissant promoteur immobilier, ami de longue date de son père, Grégoire représentait l'alliance parfaite, une fusion non seulement de deux familles, mais de deux empires, de deux influences. Pour Bernard, ce mariage était la consécration de sa carrière, une garantie pour l'avenir. Pour Camille, c'était une prison dorée, une condamnation à vivre aux côtés d'un homme arrogant et superficiel qu'elle connaissait et détestait depuis l'enfance. Le silence dans le grand salon de l'appartement du 6e arrondissement de Lyon était plus lourd que n'importe quel cri. Les couverts en argent cliquetaient doucement sur la porcelaine de Limoges. Bernard, le père de Camille, observait la scène, le visage fermé, une veine battant sur sa tempe. En face de Camille, Grégoire de la Roche affichait un sourire suffisant, ses yeux balayant avec un mépris à peine voilé l'homme assis à côté d'elle. Cet homme, c'était Léo. Son costume était simple, propre, mais il détonnait face au luxe ostentatoire des de la Roche. Hélène, la mère de Camille, tentait de maintenir une conversation polie, mais sa voix était tendue. Elle venait de demander à Léo ce qu'il faisait dans la vie, une question qui flottait dans l'air comme une sentence. Chaque seconde d'attente semblait durer une éternité, et Camille sentait le regard de son père la transpercer, un mélange de fureur et d'incompréhension. « Je suis technicien de maintenance sur la ligne de production des comprimés, » répondit Léo d'une voix calme et posée. Il n'y avait aucune honte dans son ton, juste une simple déclaration de fait. Grégoire laissa échapper un petit rire étouffé qu'il dissimula derrière sa serviette. « Ah, fascinant, un rouage essentiel de la machine », commenta-t-il avec une condescendance mordante. Camille serra les poings sous la table. Elle sentait la colère monter en elle, une vague brûlante. Ce dîner était son idée, son acte de rébellion, mais le voir se dérouler était une torture. Elle avait voulu choquer ses parents, leur montrer qu'elle ne se laisserait pas faire. Mais en exposant Léo à ce tribunal familial, elle ressentait une pointe de culpabilité. Il n'avait pas mérité ce mépris. Personne ne le méritait. Bernard Dubois posa son verre de vin rouge si brusquement que le liquide tressauta, manquant de déborder. « Et vous vous connaissez depuis longtemps ?» enchaîna la mère de Grégoire, son ton mielleux cachant mal sa curiosité inquisitrice. Camille ouvrit la bouche pour répondre, mais Léo fut plus rapide. Assez longtemps pour savoir que Camille est une femme exceptionnelle qui mérite d'être heureuse et de faire ses propres choix. Ses yeux croisèrent ceux de Camille, et pendant une fraction de seconde, le reste de la table disparut. Il y avait dans son regard une sincérité qui la désarma. Ce n'était plus un jeu, ce n'était plus un simple service qu'il lui rendait. Il était là, à ses côtés, la défendant face à sa propre famille. Ce moment de connexion fut brisé par le père de Camille. « Camille, nous pourrons parler après le départ de nos invités, » dit-il d'une voix glaciale qui ne présageait rien de bon. Le message était clair, le spectacle était terminé et les conséquences allaient être sévères. Le dîner se termina rapidement après cet échange. Les de la Roche prétextèrent une migraine soudaine et s'éclipsèrent, non sans lancer des regards lourds de sens. La tension qu'ils laissaient derrière eux était palpable. Léo se leva, remerciant poliment Hélène pour le repas. Camille se sentait prise au piège. Elle avait déclenché une guerre et ne savait pas comment en sortir. « Je vais le raccompagner », lança-t-elle, évitant le regard furieux de son père. Dans le silence de l'ascenseur qui descendait, l'air semblait chargé d'électricité. L'odeur de cire des boiseries de l'immeuble haussmannien
se mêlait au parfum discret de Léo. Dehors, la fraîcheur de la nuit lyonnaise les saisit. Les lumières de la ville scintillaient, indifférentes au drame qui venait de se jouer. Elle avait utilisé cet homme, cet inconnu, pour un caprice, une rébellion, et maintenant, elle se sentait terriblement seule avec les débris de son plan. Tout avait commencé le week-end précédent. Le voyage vers la maison de campagne familiale dans le Beaujolais avait été un supplice. Le soleil filtrait à travers les vignobles, mais à l'intérieur de l'audi, l'ambiance était glaciale. « Tu te rends compte de l'opportunité que tu laisses passer ?» avait commencé Bernard, sa voix résonnant contre le cuir des sièges. « Grégoire est un garçon brillant, il a fait HEC, il va reprendre l'affaire de son père. C'est un avenir en or que nous t'offrons sur un plateau. » Camille regardait les collines verdoyantes défiler, se sentant de plus en plus piégée. « Je n'aime pas Grégoire, papa, je ne l'ai jamais aimé, il est arrogant et vide. » Sa mère, assise à l'avant, soupira bruyamment. « L'amour, l'amour, on ne bâtit pas une vie sur des caprices d'adolescente, ma chérie. On bâtit sur du solide, sur la sécurité. J'ai vécu ma vie, je sais de quoi je parle. » « Si tu as vécu ta vie, alors laisse-moi vivre la mienne, » avait-elle rétorqué, la voix tremblante de frustration. Le reste du trajet s'était fait dans un silence hostile. La maison de campagne, d'habitude un havre de paix, était devenue une prison. L'odeur du feu de bois et des vieilles pierres ne parvenait pas à dissiper la tension. Le barbecue du soir fut un désastre. Le poulet avait trop cuit, le vin semblait amer. La discussion sur Grégoire avait repris de plus belle. C'est là, acculée, que Camille avait laissé échapper la phrase fatidique. « Très bien, puisque vous insistez tant, sachez que le dîner de lundi aura bien lieu. Mais je ne viendrai pas seule, je viendrai avec mon fiancé. » Un silence de mort était tombé sur la terrasse. Son père l'avait dévisagé, les yeux plissés. « Ne dis pas de bêtises, Camille. Ce ne sont pas des bêtises. Vous voulez un fiancé, vous en aurez un, mais ce sera le mien, celui que j'aurai choisi. » Coupe. Le lundi matin, en arrivant à l'usine pharmaceutique de Marcy-l'Étoile, Camille était rongée par le regret et la panique. Le poids de son mensonge lui pesait sur les épaules. Comment allait-elle trouver un fiancé en quelques heures? La journée s'annonçait terrible. En passant les portes automatiques du bâtiment principal, pressée et distraite, elle ne fit pas attention à la porte battante particulièrement dure. Elle la poussa avec trop de force, perdit l'équilibre et sentit sa cheville se tordre. Une éraflure apparut sur le cuir de ses bottines préférées. La frustration la submergea. C'était la goutte d'eau. Elle passa son badge sur le lecteur du tourniquet, mais dans sa hâte, le système ne le reconnut pas. La barre métallique se bloqua et la frappa douloureusement à la hanche. Elle bascula en arrière, s'attendant à chuter lourdement sur le sol lisse et froid. Mais la chute ne vint pas. Des bras fermes la rattrapèrent, la stabilisant avec une surprenante douceur. Elle se retourna, le cœur battant, pour se retrouver face à un jeune homme au visage bienveillant et aux yeux rieurs. « Lundi matin, hein ?» dit-il avec un sourire chaleureux. « Ce n'est pas une raison pour essayer de démolir le portique de sécurité. » Camille, confuse, murmura des excuses. Elle repassa son badge, qui fonctionna cette fois. Alors qu'elle s'apprêtait à filer vers son laboratoire, une idée folle, désespérée, germa dans son esprit. Elle s'arrêta et se retourna. Elle détailla l'homme qui l'avait sauvée de la chute. Il était grand, mince mais solidement bâti. Son badge indiquait « Léo, technicien ». Pas vraiment le gendre idéal pour ses parents, et c'est précisément pour ça qu'il était parfait. L'audace, née du désespoir, prit le dessus sur sa timidité. « Ah, excusez-moi » commença-t-elle, la voix un peu hésitante. Il se tourna vers elle, un sourcil levé. « Est-ce que vous seriez libre pour dîner ce soir ?» Léo la regarda, un sourire amusé se dessinant sur ses lèvres. « Est-ce que ma technique de sauvetage de dernière minute vous a à ce point impressionné ? En général, il me faut au moins 10 secondes pour séduire quelqu'un. » Camille sentit le rouge lui monter aux joues, mais elle tint bon. C'est plus compliqué que ça. C'est une sorte de protestation, une mission de sauvetage, mais pour ma soirée cette fois. J'ai besoin de quelqu'un pour jouer le rôle de mon fiancé, juste pour un dîner. Elle s'attendait
à ce qu'il la prenne pour une folle et s'en aille. Mais au lieu de ça, il hocha lentement la tête, son sourire s'effaçant pour laisser place à une expression de compréhension. « La pression familiale, dit-il simplement, comme s'il lisait en elle. Je connais, c'est une offre intrigante. Il jeta un coup d'œil à l'horloge murale. Je vais être en retard. Retrouvons-nous au restaurant d'entreprise à midi. On pourra en discuter plus en détail. Camille, soulagée et stupéfaite par sa propre audace, accepta d'un signe de tête. Je m'appelle Camille. Léo, répondit-il avant de lui tourner le dos et de se diriger vers une autre aile du bâtiment. Elle le regarda s'éloigner, un mélange d'appréhension et d'excitation bouillonnant en elle. Elle venait de demander à un parfait inconnu de mentir à sa famille. La journée de travail passa dans un brouillard. Ses expériences en laboratoire lui semblaient fades et lointaines. Son esprit était entièrement tourné vers le déjeuner et la conversation surréaliste qui l'attendait. À midi, le restaurant d'entreprise était bruyant, rempli du bourdonnement des conversations et du cliquetis des plateaux. L'odeur du plat du jour, un bœuf bourguignon, flottait dans l'air. Camille escana la salle du regard et l'aperçut à une table dans un coin, un signe de la main discret. Elle le rejoignit, son plateau chargé d'une salade qu'elle n'était pas sûre de pouvoir avaler. Il avait déjà presque fini son repas. « Je commençais à croire que vous aviez changé d'avis, » dit-il en terminant son verre d'eau. « Épouser le premier venu, même pour de faux, ça demande un certain courage. » Camille s'assit et força un sourire. « Je n'ai pas le choix, c'est une question de survie. Et puisque nous allons être fiancés, on devrait peut-être se tutoyer, non ?» Elle se lança, lui racontant tout, la pression de ses parents, le projet de mariage avec Grégoire, son coup de bluff désespéré. Léo l'écouta sans l'interrompre, son regard attentif ne la quittant pas. Il hochait la tête de temps en temps, une lueur de compréhension dans les yeux. Quand elle eut terminé, un long silence s'installa entre eux, seulement couvert par le bruit de fond de la cantine. « Mon père est un peu comme le tien, finit-il par dire, un homme qui pense que la vie est une partie d'échecs et que ses enfants sont des pions. Il a aussi essayé de m'arranger un mariage il y a quelques années, pour consolider une alliance commerciale. C'est pour ça que je comprends. Alors, oui, je vais t'aider. » Camille sentit un poids immense s'envoler de ses épaules. Elle n'était pas seule. « Tu es sûre ? Tu n'es pas obligée. » Il eut un sourire énigmatique. « Disons que ça m'amuse de jouer un mauvais tour au destin. Et puis, ton histoire est plus intéressante que la mienne, pour l'instant. » Ils échangèrent leur numéro de téléphone. Camille lui griffonna son adresse sur une serviette en papier. « Il faudra arriver vers 7h moins le quart, » précisa-t-elle, « pour faire bonne impression. » Il la regarda avec un air taquin. « Tu crois qu'un technicien en bleu de travail peut vraiment faire bonne impression à tes parents ?» demanda-t-il, un éclat de malice dans le regard. « Ne t'inquiète pas, je ferai un effort. J'ai un costume pour les grandes occasions. Il a un peu vécu, mais il fera l'affaire. » En le quittant, Camille se sentit étrangement légère. Cette mascarade, qui lui semblait être une idée terrible le matin même, commençait à prendre des allures d'aventure excitantes. Il y avait quelque chose chez Léo, une assurance tranquille et une pointe d'ironie qui la mettait en confiance. Peut-être que cette soirée ne serait pas une torture, mais une victoire. Le soir, son père vint la chercher à la sortie de l'usine, comme à son habitude. Le trajet en voiture fut tendu. Bernard conduisait, les mains crispées sur le volant, le regard fixé sur la route. « Alors, tu as retrouvé la raison ?» demanda-t-il finalement, sa voix tranchante comme une lame. Camille prit une grande inspiration. « Non, papa, et comme je te l'ai dit, mon fiancé vient dîner ce soir. » Son père serra la mâchoire si fort qu'elle l'entendit grincer. « Quel fiancé? D'où sort-il? Tu ne connais personne, » s'exclama-t-il, perdant son calme habituel. « Tu le verras bien, c'est mon choix. Le mien, pas le tien, ni celui de maman. » Le reste du trajet se déroula dans un silence de plomb, chacun campant sur ses positions. Camille regardait les lumières de Lyon défiler, se préparant mentalement à la tempête qui s'annonçait. À 7h moins 10 précises, la sonnette de l'interphone retentit. Hélène sursauta, lissant nerveusement sa robe. Bernard alla ouvrir, le visage aussi accueillant qu'une porte de prison. Camille retint sa respiration. Quand Léo entra dans l'appartement, elle fut surprise.
Il portait un costume sombre, simple mais bien coupé, et tenait à la main un magnifique bouquet de pivoines blanches, les fleurs préférées de sa mère. Il le tendit à Hélène avec un sourire désarmant. « Bonsoir, Madame Dubois, c'est un plaisir de vous rencontrer. » Hélène, prise de court par ce geste charmant, accepta les fleurs avec un remerciement embarrassé. Le regard de Bernard, cependant, resta glacial. Il examina Léo de la tête aux pieds, s'attardant sur ses chaussures, un peu usées. Le verdict tomba, silencieux et sans appel. Cet homme n'était pas du même monde. Camille présenta Léo à ses parents, puis Aude de la Roche, qui arrivèrent peu après. Le dîner commença dans une atmosphère électrique. Grégoire, assis en face de Léo, ne cessait de lui lancer des piques à peine voilées sur son travail, sur la noblesse des études supérieures et l'importance d'avoir un plan de carrière. Léo répondait à tout avec un calme imperturbable, déjouant chaque attaque avec une simplicité qui exaspérait encore plus son rival. Camille l'observait, fasciné. Il ne se laissait pas intimider. Au contraire, il semblait presque s'amuser de la situation. Elle se rendit compte qu'elle ne se sentait plus coupable de l'avoir entraîné là-dedans. Elle était fière de lui, fière de la façon dont il tenait tête à ce monde de snobisme et de faux-semblants. Pour la première fois de la soirée, elle se détendit et lui adressa un sourire sincère. Après le départ précipité des de la Roche, Camille raccompagna Léo. Une fois dehors, sur le quai Sarail, l'air frais de la nuit leur fit du bien. Les péniches restaurants étaient illuminés, leurs reflets dansant sur les eaux sombres du Rhône. « Alors, j'ai réussi mon audition ?» demanda Léo en souriant. Camille rit, un rire libérateur. « Tu as été parfait, mieux que parfait. Je te dois une fière chandelle. » Ils se mirent à marcher le long du fleuve sans but précis. Le silence entre eux n'était plus gênant, mais confortable. « Tu sais, dit-elle doucement, ce que tu as dit à table, que je méritais d'être heureuse et de faire mes propres choix. Personne ne m'a jamais défendue comme ça, pas même moi. » Il s'arrêta et se tourna vers elle. « C'est parce que je le pense vraiment, dit-il, son regard intense plongeant dans le sien. » Sous la lumière dorée d'un lampadaire, le monde sembla s'arrêter. Léo s'approcha lentement et posa délicatement sa main sur sa joue. Camille ferma les yeux, savourant ce contact simple et rassurant. Puis il l'embrassa. Ce ne fut pas un baiser passionné ou fougueux, mais un baiser tendre, hésitant, plein d'une émotion non dite. C'était le baiser de deux solitudes qui se reconnaissaient, de deux rebelles qui avaient trouvé un allié inattendu. Quand ils se séparèrent, ils restèrent un long moment silencieux, le front l'un contre l'autre, écoutant le bruit lointain de la ville. « Ce n'est plus un jeu, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. « Non, répondit-il, sa voix à peine un souffle. Ça ne l'a peut-être jamais été. » À cet instant, Camille sut que sa vie venait de basculer. Son acte de défi s'était transformé en quelque chose de bien réel, de puissant et de terrifiant. Les jours suivants, ils commencèrent à se voir, d'abord timidement, puis de plus en plus souvent. Ils déjeunaient ensemble tous les midis au restaurant d'entreprise, se découvrant des passions communes pour les vieux films et les randonnées en montagne. Le soir, ils exploraient au Lyon, se promenant dans les traboules du vieux Lyon, buvant un verre sur les pentes de la Croix-Rousse. Camille découvrait un homme intelligent, drôle et profondément gentil. Il lui raconta son histoire, celle d'un fils unique d'un homme d'affaires richissime et autoritaire. Son père, obsédé par la réussite et la transmission de son empire, avait tenté de lui imposer une fiancée, fille d'un de ses partenaires. Une jeune femme, disait-il, aussi belle que vide, pour qui la vie se résumait au shopping et au yacht. Léo, refusant d'être une monnaie d'échange, avait tout quitté. « J'ai laissé ma voiture, mes cartes de crédit, mon appartement. J'ai pris un sac et je suis parti, lui confia-t-il un soir, alors qu'ils étaient assis sur un banc du parc de la Tête d'Or. Je voulais prouver à mon père, mais surtout à moi-même, que je n'étais pas juste le fils d'eux, que je pouvais exister par moi-même. Il avait trouvé ce poste de technicien, loué un petit studio et appris à vivre simplement. Cela faisait 2 ans. 2 ans qu'il vivait une double vie, cachant sa véritable identité. Camille l'écoutait, fascinée. Leurs histoires, si différentes en apparence, se rejoignaient sur l'essentiel, la quête de liberté
et le refus d'un destin imposé par d'autres. Elle tomba amoureuse de l'homme qu'il était, le technicien simple et sincère, bien avant de connaître le nom de sa famille, et cela faisait toute la différence. Leur relation devenait sérieuse. Camille avait finalement quitté l'appartement familial pour s'installer dans le petit studio de Léo, aux grandes dames de ses parents qui ne lui adressaient plus la parole. Un jour, alors qu'il se promenait en ville, Camille aperçut Léo en grande conversation avec un homme en costume impeccable, appuyé contre une berline noire. L'homme semblait lui parler avec insistance. En s'approchant, elle reconnut le visage de l'homme. C'était Antoine Mercier, le fondateur et PDG du groupe pharmaceutique pour lequel ils travaillaient tous les deux, le grand patron. Elle s'arrêta, confuse. Pourquoi le PDG discuterait-il avec un simple technicien dans la rue? Léo la vit, dit quelques mots à monsieur Mercier et le rejoignit, un air un peu gêné sur le visage. « C'est le moment de tout te dire, » commença-t-il. « Cet homme, Antoine Mercier, c'est mon père. » Le choc fut immense. Camille resta sans voix. Léo, le technicien simple et discret, était en réalité l'héritier de l'un des plus grands groupes pharmaceutiques de France. Elle se sentit trahie pendant une seconde avant de comprendre. Il ne lui avait pas menti sur qui il était, mais seulement sur d'où il venait. Il lui avait montré son vrai lui, dépouillé de tout artifice. « Mon père a su pour nous, » expliqua Léo. « Il me surveille de loin depuis 2 ans. Il a appelé pour me dire que j'avais gagné, que je lui avais prouvé ce que je valais. Il veut que je revienne, pas comme son héritier, mais comme son partenaire. Il a vu que j'avais appris le fonctionnement de l'usine de l'intérieur, que je connaissais ses failles. » Camille le regarda, assimilant l'information. Son fiancé imaginaire, choisi pour son statut modeste, était finalement bien plus riche et puissant que Grégoire. L'ironie de la situation était incroyable. Elle avait fui un mariage arrangé pour le profit et s'était retrouvée, par le plus pur des hasards, avec un homme dont la situation familiale était encore plus avantageuse. Mais ce n'était pas ce qui comptait. Ce qui comptait, c'était l'homme qu'elle avait appris à aimer, Léo, celui qui réparait les machines et qui lui avait tenu la main quand elle tremblait de peur face à ses parents. « Est-ce que ça change quelque chose pour toi ?» lui demanda-t-il, l'air anxieux. Elle secoua la tête et lui prit la main. « Non, je suis tombée amoureuse de Léo le technicien. Le reste n'est qu'un détail, un détail très, très surprenant, mais un détail quand même. » Il la serra dans ses bras, soulagé. « Je t'aime, Camille. Je t'aime aussi, Léo. Peu importe ton nom de famille. » Quelques semaines plus tard, ils annoncèrent leur intention de se marier. La rencontre entre les 2 familles fut un moment d'anthologie. Bernard et Hélène Dubois arrivèrent au somptueux domaine des Merciers, près du lac d'Annecy, s'attendant à rencontrer des gens modestes. Quand ils virent Antoine Mercier, l'un des hommes les plus puissants de la région, les accueillir en personne et le présenter comme le père de Léo, leur visage se décomposa. Bernard passa par toutes les couleurs, de la stupéfaction à l'embarras, puis à une immense fierté. Il avait méprisé ce jeune homme, pour finalement découvrir qu'il était un parti encore plus exceptionnel que celui qu'il avait lui-même choisi. Il se sentit ridicule, mais aussi profondément heureux pour sa fille. Il comprit enfin qu'elle avait eu raison depuis le début. Le mariage fut célébré dans un château du Beaujolais, un clin d'œil à l'endroit où la rébellion de Camille avait commencé. C'était un événement somptueux, mais l'ambiance était chaleureuse et sincère. Il y avait des cadres supérieurs et des techniciens de l'usine, des politiciens et des amis d'enfance. Les 2 mondes se mélangeaient harmonieusement. Pendant la réception, Bernard Dubois se leva pour porter un toast. Ses yeux étaient humides. « Je dois avouer quelque chose, » commença-t-il, sa voix chargée d'émotion. « J'ai cru savoir ce qui était le mieux pour ma fille. Je pensais que la sécurité matérielle était la chose la plus importante. J'ai eu tort. » Il se tourna vers Camille, qui le regardait avec amour. « Ma fille, par son entêtement, m'a appris une leçon. Elle a la même tête de mule que moi. Elle a refusé d'épouser un nom ou un compte en banque. Elle a choisi un homme. Et elle a eu raison. » Il leva son verre de champagne. « Je suis fier de toi, ma chérie. Et Léo, bienvenue dans la famille. Je vois en toi un homme de valeur qui a su prouver qui il était sans l'aide de personne. À votre bonheur. » Les applaudissements retentirent dans la grande salle. Hélène, à côté de son mari, essuya une larme.
Elle regarda sa fille, radieuse dans sa robe blanche, et son gendre qui la regardait avec une adoration évidente. Elle se pencha vers Bernard et murmura « C'est drôle, je suis soulagée que tout ça se termine sans qu'ils aient à vivre dans une chambre de bonne. » Ils rirent doucement tous les deux, un rire de soulagement et de bonheur. La paix était faite. Leurs enfants leur avaient montré un chemin qu'ils avaient oublié, celui du cœur. Plus tard dans la soirée, Camille et Léo s'échappèrent quelques instants sur la terrasse. La musique leur parvenait, assourdie. Le ciel était rempli d'étoiles. Ils regardèrent leur famille, et leurs amis rire et danser à l'intérieur. « Qui aurait cru, dit Camille en posant sa tête sur son épaule, que tout commencerait par un mensonge, un costume d'occasion et un dîner catastrophique. » Léo sourit et l'enlaça. « C'était le meilleur mensonge de ma vie. C'est grâce à lui que j'ai trouvé ma vérité. Et ma vérité, c'est toi. » Il sortit de sa poche une petite boîte. Il l'ouvrit. À l'intérieur, il n'y avait pas un diamant, mais un simple rouage métallique, poli et brillant. Je l'ai gardé de la première machine que j'ai réparée, pour me souvenir d'où je viens, pour me souvenir que chaque pièce, même la plus petite, est essentielle. Camille prit le petit rouage dans sa main. Il était lourd et froid, un symbole de leur histoire, un symbole de l'authenticité qu'ils avaient trouvée au milieu des faux-semblants. « Tu sais, dit-elle, Grégoire t'a appelé un rouage essentiel de la machine pour se moquer, mais il avait raison. Tu es mon rouage essentiel, celui sans qui rien ne fonctionne. » Ils s'embrassèrent, un baiser qui scellait non pas une alliance ou un contrat, mais une promesse. La promesse de construire leur vie ensemble selon leurs propres règles, en s'appuyant non pas sur des plans de carrière, mais sur l'amour et le respect mutuel. Leur rébellion était devenue leur fondation. Leurs parents, en voulant contrôler leur destin, leur avaient finalement offert le plus beau des cadeaux, la chance de se trouver. Leur histoire ne fut pas un conte de fées où ils vécurent heureux et sans souci. La vie réelle était plus complexe. Léo prit des responsabilités de plus en plus importantes dans l'entreprise de son père, mais il le fit à sa manière. Il instaura des programmes pour améliorer les conditions de travail des employés, se souvenant de ces 2 années passées parmi eux. Il connaissait leurs noms, leurs difficultés, leurs espoirs. Il n'était pas un patron dans une tour d'ivoire, mais un leader sur le terrain. Camille, de son côté, continua de diriger son laboratoire avec passion, refusant de devenir simplement la femme d'eux. Elle s'épanouissait dans sa carrière, fière de ses propres accomplissements. Ensemble, ils formaient un couple moderne, un véritable partenariat. Ils n'oublièrent jamais d'où ils venaient. Ils gardèrent le petit studio de Léo comme un sanctuaire, un rappel de leur début modeste et de la liberté qu'ils y avaient trouvée. Parfois, le week-end, ils y retournaient, commandèrent des pizzas et regardaient de vieux films, loin du luxe et des obligations. C'était leur façon de rester ancrés, de ne pas se laisser emporter par le tourbillon de leur nouvelle vie. Leurs familles, voyant leur bonheur solide et authentique, finirent par admirer leur force de caractère. Bernard Dubois citait souvent sa fille en exemple, parlant de son courage et de son intégrité. Antoine Mercier, quant à lui, avait trouvé en Léo non seulement un successeur, mais un fils dont il était immensément fier. La rébellion avait porté ses fruits, bien au-delà de tout ce qu'ils auraient pu imaginer. La plus grande victoire de Camille et Léo ne fut pas de se marier, ni d'hériter d'un empire. Ce fut de prouver à tous, et surtout à eux-mêmes, que le véritable pouvoir ne réside pas dans l'argent ou le statut, mais dans le courage de suivre son propre chemin. Leur amour, né d'un acte de défi, est devenu le socle d'une vie construite sur l'authenticité et le respect. Ils ont réécrit le scénario que l'on voulait leur imposer et ont créé leur propre chef-d'œuvre. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour nous soutenir, à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines créations et à partager vos impressions en commentaire. Votre soutien est notre plus belle récompense. Et vous, avez-vous déjà dû vous battre pour imposer vos propres choix face à votre entourage ?